Donc, on les connaît à l'américaine, on les connaît moins à la chinoise. Or, la Chine vient de faire son éveil, grand éveil, notamment avec des textes qui ont été édités donc, par le MOFCOM tout récemment, ils ont été émis en décembre et publiés en janvier. Et pour parler de ce travail-là, moi, je vais vous faire une présentation en 3 points. Donc, d'abord, l'extraterritorialité et ses applications Chine versus USA, puisque la promulgation de ces textes est une réponse, est un miroir, alors pas un miroir parfait, on verra le pourquoi du comment, au texte américain. Le contenu donc de cette loi avec un petit peu une approche prospective et au final, quels vont en être les enjeux pour nous tous, donc organisations, entrepreneurs, qui devront avoir à jouer avec ces nouveaux textes. Donc, pour parler de l'extraterritorialité chinoise, il faut déjà commencer par remonter un petit peu dans le temps, voire un petit peu beaucoup, et en parlant notamment de ce qu'étaient les traités de Westphalie. Donc, je remonte fort loin, 1648, mais ces textes-là établissent normalement la souveraineté nationale et l'intégrité du territoire comme étant les suprêmes principes du droit international. Normalement, ça rend l'application extraterritoriale une exception. Normalement. Sauf que ce que l'on s'aperçoit, c'est qu'au final, on a plusieurs textes qui font des entorses, voire parfois des triples fractures à cet accord-là. Alors, pourquoi? Et là, c'est un petit peu important, puisque effectivement, une des lois très connues qui est le Foreign Corrupt Practices Act, donc le FCPA, faisait d'abord partie d'un package, d'un ensemble qui s'appelait le Securities Exchange Act de 1934, mais qui n'était pas appliqué. Et pourquoi, en fait, le FCPA est devenu celui qu'on connaît dans les années 70? Eh bien, tout simplement parce que, à cette période, les États-Unis connaissent l'émergence de plusieurs affaires de corruption. Quelques centaines d'entreprises américaines ont admis avoir versé des pots de vin à plusieurs fonctionnaires, des politiciens, des partis politiques, notamment étrangers, et que ces affaires commencent à faire beaucoup de bruit. Et certaines commencent à remonter de manière très forte, notamment celle de Lockheed Martin, qui est une entreprise d'aérospatiale, d'avionique, qui existe toujours, qui est pris la main dans le sac pour avoir payé des fonctionnaires étrangers afin de gagner des marchés, pour favoriser leurs produits. En parallèle, une autre affaire défraie la chronique, c'est ce qu'on appelle le Banana Gate, dans lequel une entreprise qui s'appelle Chiquita Brands avait soudoyé rien de moins que le président du Honduras, afin de pouvoir avoir des baisses sur leurs impôts, voire une non-imposition. Donc, cette loi, ces affaires de corruption font beaucoup de bruit et Jimmy Carter, qui est président à l'époque, se trouve dans l'obligation de faire quelque chose, si vous voulez, par rapport à son opinion publique. Et c'est comme ça que vont apparaître donc le Foreign Corrupt Practices Act dont je vous parlais, qui a pour but, en fin de compte, de punir toute entreprise qui verserait des pots de vin à des fonctionnaires d'État. Bon. Alors, dans les faits, cette loi, elle est restée dans un premier temps assez peu appliquée au final. Elle a été surtout un contre-feu, si vous voulez, aux affaires de corruption. Mais cette loi, elle va être modifiée 2 fois. Donc, une première fois en 88. Et ce texte-là, si vous voulez, va profiter de ce qu'on appelle l'Omnibus Trade and Competitiveness Act, qui introduit la notion de connaissance afin de déceler une infraction à la loi, notamment le mépris conscient ou l'aveuglement volontaire. Donc, on a déjà un premier renforcement du texte. Et puis, c'était un premier pas, et le deuxième pas qui va nous intéresser très fortement est la modification de 98. Et pourquoi? Parce que, en fait, en 98, l'OCDE vise à mettre en œuvre une convention contre la corruption. Et à l'occasion de la mise en place de cette convention portée par l'OCDE, eh bien, il va y avoir une modification et un renforcement du FCPA qui va donc commencer à devenir particulièrement actif. Conclusion, c'est que le FCPA, au final, ça va être la loi d'extraterritorialité la plus appliquée au niveau international, au moins jusque dans les années 2010 à peu près, où vous allez voir d'autres États sortir des lois relativement similaires, au titre desquelles nos amis britanniques, avec le UK Bribery Act
Et puis, bon, en France, on pourrait parler de la loi Sapin, si vous voulez. Alors, le FCPA, comment il fonctionne? Eh bien, en fait, au niveau de l'application de la loi, il y a deux organes qui vont être en charge de s'en occuper. Donc, le Securities and Exchange Commission, donc le SEC, et le DOJ, donc le ministère de la Justice, bien connu, sachant qu'ils se divisent l'application du texte. Le premier, donc, les SEC appliquent les lois pour les sociétés qu'elles réglementent elles-mêmes. Et le DOJ, en fait, simplement, c'est juste tout le reste. Donc, cette espèce d'énorme ensemble. Alors, comme c'est une loi extraterritoriale, comme son nom l'indique, et bien évidemment, elle va s'appliquer également aux entreprises étrangères. Et là, il va y avoir quelque chose d'important, je vous l'ai dit tout à l'heure, le but était de viser des pots de vin qui touchaient des fonctionnaires étrangers. Et là, il y a un premier point qui est intéressant, c'est que la notion de fonctionnaire étranger, au final, elle est extrêmement large. Je vous donne un exemple. Par exemple, un médecin qui va travailler dans un secteur privé, qui va faire des missions et qui va travailler dans un hôpital public, pour être considéré comme un fonctionnaire d'État. Donc, on peut avoir une lecture assez large de ce texte, ce qui permet de l'appliquer de manière relativement large. Chose intéressante, toujours pareil au niveau de la corruption, il y a une différenciation, en fait, une distinction entre ce qu'ils vont appeler de la corruption et de la facilitation. C'est-à-dire que la facilitation, ça va être le graissage de rouage, ce qui est appelé, et c'est d'un citage, c'est une citation, le graissage de rouage. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout ce qui pourrait être des paiements qui sont versés à un fonctionnaire pour accélérer l'exécution de tâches qu'il ferait réellement, qu'il est en charge de faire, ne tomberait pas sous le coup, ferait partie de cette espèce de graissage de rouage. Donc on est sur ce principe-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans quelle mesure est-ce que le FCPA va pouvoir s'appliquer. Et là, l'application, elle est extrêmement large. Évidemment, les entreprises américaines, là, ça tombe sous le coup, quand elles travaillent à l'étranger, fort bien. Mais également, ils estiment que ça va toucher toutes les sociétés dont les titres sont cotés aux États-Unis, qui donc vont devoir respecter les dispositions comptables qui reprennent donc, le FCPA. Mais ça va toucher aussi toutes les transactions qui se font dans la monnaie nationale, donc dans le dollar. Or, commerce international, énormément de transactions sont faites en dollars. Et maintenant, vous avez une nouvelle couche avec les projets technologiques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez utiliser des serveurs technologiques américains, sociétés américaines, donc si vous utilisez Gmail, par exemple, eh bien, vous pouvez être sous coup du FCPA. C'est-à-dire que grosso modo, quasiment à peu près tout le monde peut tomber sous le coup du FCPA et être sous enquête donc du DOJ, ce qui n'est pas sans conséquence. Mais ce ne sont pas les seules règles de loi extraterritoriale. C'est-à-dire que tout ça, c'est adossé d'un espèce de package et on voit qu'il y a une accélération, non seulement dans leur promulgation, mais surtout dans leurs applications. Donc là, je vous ai mis l'ITAR, qui est pareil, c'était une loi ancienne, mais qui a été très fortement renforcée. C'était une loi qui datait des années 70, où on se resitue. On est au plein milieu de la guerre froide et le but était d'arriver à faire un contrôle des exportations d'armes, histoire d'avoir un petit peu de régulation. Mais néanmoins, 74 à 98, 12 cas au niveau de l'ITAR, 99, 29 cas. Donc on voit quand même une accélération assez notable de ce principe-là. Et l'ITAR va fonctionner et va être en capacité d'interdire l'export vers certains pays précis, sans trop de surprise, vous allez avoir l'Iran, vous allez avoir la Russie, à partir du moment où un simple composant de votre produit serait de source américaine. Ce qui est extrêmement compliqué pour énormément d'organisations, et ça faisait dire à Antoine Bouvier, qui est le PDG de MBDA qui est un fabricant notamment de missiles et de guidage, notamment sol-air, et il déclarait ça devant une commission de l'Assemblée nationale. Il disait qu'en gros, notre dépendance à l'égard des composants soumis aux règles ITAR était un point critique. Donc la conclusion, c'est que il y a eu un surcoût énorme. Il y a eu un surcoût au niveau du FCPA. Pourquoi? Parce que pour essayer de pouvoir anticiper ce coût-là, beaucoup d'entreprises font appel à des sociétés privées qui vont faire des enquêtes de due diligence pour essayer de savoir qui sont précisément tous les intervenants et tous les personnes avec lesquelles ils vont traiter, pour savoir s'ils ne seraient pas de près ou de loin capables d'être des membres assimilables à des fonctionnaires.
au niveau de l'ITAR, ça veut dire qu'il va falloir essayer de trouver d'autres composants, de les produire soi-même, donc un surcoût monstrueux, et que ce surcoût-là peut vous amener à avoir une marchandise beaucoup plus, avec un coût final beaucoup plus élevé, et donc d'être beaucoup moins concurrentiel. Donc on voit déjà là se dessiner quelque chose qui touche au niveau de la concurrence économique et donc du risque, en tout cas d'un point qui doit être pris en compte au niveau des stratégies. Donc toujours dans le panel, nous avons donc le Patriot Act de 2001, qui à l'origine devait être une loi d'exception censée ne durer que 4 ans. Or, il se trouve qu'en 2005, eh bien, elle a été, pour certaines de ces dispositions, le Patriot Act a été donc rendu permanent. En clair, le Patriot Act, permet aux agences gouvernementales, donc sans ordre ni préférence, FBI, CIA, NSA et l'armée, d'obtenir des informations dans le cadre d'enquêtes relatives à des actes de terrorisme passés, actuels ou potentiellement futurs. Ce qui pose la question du on pensait que potentiellement c'était un terroriste. Donc cette loi avait fait énormément de bruit, avait été assez mal prise, mais est tout de même restée en place. Et nous avons une qui est particulièrement intéressante, le Cloud Act, qui a été mis en place en 2018, donc par l'administration Trump. Donc Cloud ici est un joli jeu de mots, puisque l'acronyme donc signifie Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, et que le cloud donc fait référence à ce stockage dématérialisé de données. Et en fait, le Cloud Act oblige les entreprises technologiques de la Silicon Valley, dont les GAFAM, à donner aux autorités l'accès à leurs données dans le cadre des enquêtes qu'elles pourraient mener. Et cela, que les données soient situées sur des serveurs américains ou sur des serveurs à l'étranger. Autre point notable, le Cloud Act, c'était un petit peu le point qui était mis en avant pour essayer de calmer les réactions un petit peu vives qui avaient été mises à l'international lors de l'émission de ce texte. Ça facilitait le processus dans lequel un gouvernement étranger qui conduisait une enquête sur ses propres citoyens pouvait demander donc à ces entreprises, par exemple à Google, d'avoir accès à leurs données. Donc cela sous couvert d'un traité bilatéral qui serait signé entre l'État et les États-Unis, auquel cas l'État demandeur n'aurait plus besoin de monter un dossier au niveau du DOJ, mais sous couvert pourrait demander directement. Et au passage, les premiers à avoir signé en octobre dernier sont les Britanniques, qui ont signé cet accord. Alors, un des effets, si vous voulez, de ce principe-là, c'est que beaucoup d'États risquent d'exiger le stockage en fait des données de leurs concitoyens sur le sol national. Et c'est notamment ce qui a fait la Chine. Alors, il y a un revers à la médaille pour les entreprises, c'est que finalement, si jamais on avait une généralisation très utopique de ce stockage sur des serveurs du territoire national, eh bien, ça mettrait relativement à mal certains business plans de Google, Microsoft, Amazon et consorts, puisque une partie des marges en fait qu'ils dégagent sont liées à l'efficacité de leurs serveurs, à la possibilité en fait de déplacer très facilement des données d'une région à l'autre en jouant sur les coûts. Donc là, il y aurait un point. Un point important pour nous, c'est que finalement, on peut avoir un gros conflit entre le RGPD, donc la loi de protection des données européenne, et le Cloud Act. Si on prend un exemple tout bête, eh bien, imaginons que, je sais pas, moi, Lockheed Martin, on va les reprendre, demande à avoir accès aux fichiers des employés français qui vont être sur un site en France. Techniquement, logiquement, le RGPD pourrait s'y opposer, en théorie, ce qui en devrait empêcher la justice américaine d'avoir accès à ces fichiers. Mais dans la pratique, en fait, on aurait un énorme conflit juridique et il n'est pas sûr que une entreprise américaine sur le sol américain, qui risque donc beaucoup plus du DOJ que finalement de la juridiction française, ne s'appuie sur le RGPD. Et puis le petit dernier, c'est le Rodchenkov Act de 2019, qui porte le nom du whistleblower, de l'ancien patron du laboratoire antidopage russe, qui avait alerté un petit peu sur les pratiques de dopage institutionnalisées. Et en fait, là, le but est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de fraude, de tricherie qui pourrait toucher les sportifs américains qui restent impunis. Alors, il faut quand même préciser qu'on peut aller jusqu'à $1 million et la peine peut aller jusqu'à 10 ans de prison sur le principe.
Alors, quand même quelque chose, un petit point enfin, un dernier petit point quand même sur le Cloud Act, parce que je pense que c'est quand même assez important, notamment en termes de risque et de conception des stratégies des entreprises, c'est que finalement le Cloud Act va vous poser un cadre légal qui peut techniquement permettre de l'espionnage industriel, voire du vol de propriété intellectuelle, en étant parce que quand vous allez demander ces données, vous pouvez avoir absolument tout. C'est-à-dire que vous allez être en capacité de regarder les business models de vos concurrents, par exemple, que vous pouvez voir les plans d'exploitation, les secrets industriels des entreprises qui vont être sous ce couvert-là. Et que techniquement, eh bien, ça pourrait alimenter des moteurs décisionnels, notamment pour des grands axes de stratégie économique. Et ça renforcerait des problèmes de concurrence. Donc, c'est des cas qui ont été vus et qui font que certaines grosses entreprises essayent de retravailler sur des serveurs en les relocalisant sur des serveurs français pour limiter ce risque. Alors, toujours pour insister peut-être un peu lourdement, mais il paraît que j'ai un franc-parler, donc je vais en user et en abuser. Une petite note de contexte quand même qui est assez savoureuse, c'est-à-dire que si on prend le Rodchenkov Act, donc le projet de loi a été présenté au Sénat et au Congrès une semaine après que l'Agence mondiale antidopage, l'AMA, ait décidé de ne pas prononcer de nouvelles sanctions contre la Russie concernant la politique frauduleuse en matière de dopage qui avait pu être menée entre 2011 et 2015. Donc, vous avez une institution qui dit on ne le fait pas, vous avez une loi électorale qui dit nous on va pouvoir le faire et on va vous bypasser et on va passer au-dessus. Donc, ce qui est quand même pas inintéressant. Et alors, pourquoi est-ce qu'on parle de réponse avec la Chine? Donc, avant, peut-être une petite encart très rapidement, parce que un petit peu, je vous ai parlé de UK Bribery Act, mais que fait la France? Eh bien, la France a aussi des lois de blocage depuis 68. C'est la loi numéro 68-678, précisément, qui a été renforcée en 80 et qui interdit, alors sous réserve des traités ou accords internationaux, aux Français ou aux résidents français, ainsi qu'aux dirigeants, agents d'entreprise, etc., les personnes morales, de communiquer à des autorités publiques étrangères les documents ou les renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques de la France ou à l'ordre public. Sauf que, quand on regarde, eh bien, ce texte de blocage, il a été appliqué à 3 reprises, en 93, par le TGI de Nanterre, qui concernait la demande émanant d'un ancien chef d'État qui voulait des documents pour se défendre contre une commission parlementaire libanaise. En 2001, donc par la Cour d'appel de Versailles, là, ça nous intéresse un petit peu plus puisque ça a été, l'idée a été de confirmer le refus d'ordonner une communication de documents économiques de la part de Renault à une société étrangère. Et donc, ils ont utilisé la loi de blocage pour ça. Et puis, et là, on voit qu'on commence un petit peu plus à rentrer dans ce que nous évoquions en juillet 2005, où le TC de Paris a jugé que l'ordonnance d'un juge américain, donc comme je vous le disais, un juge américain exige, et donc il a jugé que cette ordonnance, enjoignant à un établissement financier français de communiquer des documents, était contraire à l'ordre public économique et financier, puisque se heurtait notamment à l'article 1 bis de cette loi de blocage. Et ce sont les 3 fois où nous l'avons utilisé, ce qui n'est quand même pas énorme dans les dernières années. Alors, le FCPA avec la Chine, me direz-vous, pourquoi? Eh bien parce que ça a commencé à être utilisé, ou du moins la Chine l'a pris comme étant une arme économique. Pour ça, il y a eu plusieurs cas qui l'ont dénoté. Donc là, je vous en ai mis certains. Donc en décembre 2014, Avon, qui est condamné. Pourquoi? Parce que sa filiale chinoise, donc pareil, on rentre dans, c'est un petit peu l'arrière-cuisine chinoise, aurait effectué 8 millions de dollars de paiements en espèces, cadeaux, etc. pour l'obtention de licences de vente. En 2015, Mead Johnson, une société américaine certes, mais est impactée pour son unité chinoise, qui aurait eu des malversations sur des professionnels de santé. Et puis, on a une bascule en 2016, où on voit qu'on a un renforcement assez important, puisque on a sur 27 mesures d'exécution, alors au total, c'est-à-dire visant soit une personne, soit une entreprise, on en a quand même 13 qui impliquent la Chine. Au-delà de ça, la Chine va être ciblée à travers les EAR, donc c'est-à-dire à travers différents textes,
En 2017, la Chine est celle qui aura le meilleur score, pour nous dire, le plus grand nombre de mesures d'application du FCPA. Quand vous regardez sur la date, c'est extrêmement long. Et puis en 2018, on atteint des records économiques qui sont assez intéressants. Alors il faut aussi savoir que vous êtes dans une justice négociée et que finalement, le temps où vous êtes sous enquête, je vous conseille pour ça de regarder notamment le cas d'Alstom et de Frédéric Pierucci, qui pendant ces 5 ans n'a jamais rencontré un juge et a signé le même jour sa liberté et le résultat des affaires. Donc au final, on est dans une justice qui est complètement négociée et parfois entre l'enquête, l'amende et la négociation, il est un petit peu difficile d'avoir une vision claire. Mais concernant la Chine, encore récemment, donc le 5 janvier, 2 entreprises chinoises ont été ajoutées, si vous voulez, à la liste des SDN, qui visent, si vous voulez, les personnes qui vont avoir des droits restreints. Et puis, toujours dans ce même principe, donc depuis, les États-Unis ont réimposé différentes sanctions globales, notamment contre l'Iran. Et ils ont utilisé les sanctions extraterritoriales pour ajouter différentes sociétés chinoises et notamment des navires de transport à la liste donc des SDN, ce qui permettait, du moins dans l'objectif, de dissuader les entreprises de faire des achats, notamment du pétrole. Donc voilà. Alors encore une fois, le règlement de l'administration des exportations (EAR) peut aussi être utilisé et peut permettre des restrictions extraterritoriales aux activités, et là ça a été le cas des entités chinoises dans des États tiers, notamment la réexportation, donc réfuter exportation dans des activités de research and development, les communications, les services intermédiaires tels que le transport, l'entreposage et notamment les déclarations de douane aussi. Donc la Chine a fait les frais de cette loi d'extraterritorialité. Et puis enfin, eh bien évidemment, il y a cette guerre commerciale que l'on connaît et qui pourrait expliquer un petit peu ce ciblage. Et alors, la guerre commerciale, là, ce que vous allez voir est donc l'évolution des partenaires principaux dans les affaires entre au niveau mondial, avec d'un côté les États-Unis, de l'autre côté la Chine, sur quelques décennies. Et on voit donc très bien la montée en puissance chinoise, qui participe quand même très fortement à inquiéter. Et c'est assez logique. On voit bien qu'on est dans une espèce de confrontation commerciale depuis 2018, et que finalement, eh bien, en 2015, l'économie chinoise, si on prend le PIB, était au 2e rang, juste derrière les États-Unis, et qu'on a cette montée, donc cette très forte pression de la Chine. Et se retrouvant un petit peu acculés, les États-Unis sont rentrés dans ce que vous n'avez certainement pas pu manquer, à savoir une guerre économique, donc qui a différents axes. Donc d'abord, on va déclarer un État comme étant un vrai risque. Ensuite, on va commencer par mettre des sanctions. La Chine, elle, a développé son plan MIC 2025, donc Made in China, qui a pour objet de faire de la Chine le premier producteur et sur différentes technologies, y compris des technologies de pointe. Dans le même temps, on a vu des opérations de vol de propriété industrielle, de cyberespionnage viser des entreprises qui touchaient les secteurs qui avaient été pointés par le Made in China. Airbus notamment en avait fait les frais, puisque là je fais une petite incise, mais la Chine avait un retard assez notable au niveau aéronautique, et pour lancer ces projets avec Comac, la société avait besoin de notamment différentes planifications, notamment sur la fabrication d'ailes, qui ont été le sujet de différentes attaques. Et puis en 2017, il y a un point qui a commencé à crisper les États-Unis, mais pas que. Beaucoup se sont tendus, nous aussi d'ailleurs, à savoir la loi sur le renseignement, qui a été pris comme étant un moyen de forcer tout ressortissant chinois ou entreprise à faire de l'espionnage industriel au profit de Pékin. Pékin a bien dit que non, ça ne devait pas être pris comme ça, mais le reste du monde l'a pris de cette façon-là. Donc ça a créé une tension
énorme et en 2018 explose vraiment donc cette guerre économique qui va voir des montées massives de droits de douane menant avec des effets miroirs, donc d'un côté des États-Unis et de la Chine. Donc là, je vous les ai mises de manière assez simplifiée et rapide, mais on voit bien, donc à chaque fois que l'un augmente donc de 25% les droits de douane, eh bien, on a un effet de rétorsion immédiate, puis après une augmentation sur de X%, donc de 10% au cas particulier sur ces mêmes droits, puis une seconde phase qui va toucher ces deux points. Alors, l'administration Trump là-dessus a été très fortement impactée, notamment, et là je fais une deuxième petite incise, mais parce que une grosse partie des entreprises qui ont fait les frais de ces droits de douane augmentés étaient situées dans les Grandes Plaines, ce qui était entre autres le réservoir de voix assez naturel de Donald Trump. Donc on a eu un jeu comme ça de boomerang qui était assez compliqué. Et ce qui a été assez intéressant, ce que vous voyez sur ce graphique-là, c'est de voir finalement le surcoût qu'ont pu proposer ces droits de douane et sur les produits américains et sur les produits des autres pays. Donc on voit bien qu'il y avait quand même ce ciblage qui était de dire on est dans une guerre, mais on veut garder ce principe de compétitivité et pour ne pas se mettre le reste du monde à dos. Donc une fois qu'on est arrivé un petit peu là et que je vous ai brossé, certes en prenant beaucoup de temps, un petit peu le contexte, vous voyez que la Chine qui est en train de monter, qui fait face donc à l'utilisation des lois d'extraterritorialité américaines touchant ces entreprises, ces personnes morales de manière très forte, a elle-même commencé à travailler ses propres lois. Alors, il est important de savoir et intéressant de savoir que avant donc la publication de ces textes, pendant toute l'année dernière, il y avait de très grandes conférences qui étaient organisées, comme nous ce soir, en Chine, avec des intervenants extérieurs pour expliquer dans la grande finesse et le détail quelles étaient les lois d'extraterritorialité américaine, sauf que ça s'est fait à la chinoise. Donc, pour connaître un des intervenants qui vous disait, c'est assez intéressant parce qu'on part pour 4 heures et vous êtes connecté avec des chefs d'entreprise chinois qui ont été désignés volontaires donc par le pouvoir central et vous avez 4000 personnes en face et tout le monde prend des notes. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail qui a été articulé afin de pouvoir de manière massive expliquer les enjeux et les risques pour les entreprises et en même temps commencer à penser tout simplement une réponse, si vous voulez, un effet miroir, se doter donc de ses propres lois et le faire de manière la plus pertinente et la plus efficiente possible. Alors donc, ce fameux texte qui est sorti au niveau du MOFCOM, quels sont ses objectifs? Ses objectifs sont très clairement exprimés. Et là, j'insiste sur le très clairement, puisque tout n'est pas clair dans ce texte, mais ça l'est. Donc, le but de ces mesures, il est annoncé comme étant de sauvegarder la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement de la Chine. Il précise également que les mesures sont adoptées conformément à la loi chinoise sur la sécurité nationale et puis sur les autres lois pertinentes, ce qui laisse faire écho à d'autres lois que j'ai pu évoquer tout à l'heure et qui ont un petit peu ému l'opinion publique. Alors, quand est-ce qu'elles vont pouvoir s'appliquer? Tout simplement lorsqu'une loi ou une mesure étrangère est considérée comme étant en violation des lois ou des normes des relations internationales. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, l'extraterritorialité est censée rester une exception, puisque vous exportez votre loi et quelque part vous bypassez complètement l'état dans laquelle ça se pose. Petite parenthèse intéressante aussi, la loi d'extraterritorialité s'affranchit du temps et du propriétaire. Par exemple, vous rachetez une entreprise, des faits qui auront été commis donc de corruption par des membres de l'entreprise que vous avez rachetée avant le rachat, s'ils n'ont pas été déclarés, vous pouvez en être responsable. On parlait de l'affaire Alstom par exemple. Dans cette affaire-là, les faits qui étaient reprochés avaient eu lieu en Asie du Sud-Est 10 ans avant que
donc le responsable de la filière Monde Chaudière, soit arrêté, et il n'était pas dans ce département-là à l'époque. Néanmoins, il a été mis sous enquête. Donc, il y a cet affranchissement du temps et de l'espace. Ce qui fait que parfois, vous avez des entreprises qui viennent et qui font de l'autoflagellation. C'est-à-dire que vous allez racheter une entreprise et vous allez aller directement voir le DOJ en négociant, en disant, bah écoutez, mon entreprise a fauté juste avant, je préfère venir vous le dire tout de suite et qu'on négocie, plutôt que d'être toujours dans le doute de ne pas savoir ce qui se passera. Donc ça, c'est un point un petit peu intéressant. Mais je me suis écartée relativement. Donc, ça, la loi d'extraterritorialité chinoise va arriver à partir du moment où il y a une violation donc des lois régissant le texte international, et puis qu'il y a une interdiction ou une restriction pour des personnes physiques ou morales, donc de la République populaire de Chine, de la RPC, de pouvoir mener à bien ses activités économiques et commerciales avec un pays ou un État tiers. Donc on voit qu'on est quand même extrêmement large. Et dans ce cas-là, que se passe-t-il? Eh bien, si on estime que la loi est mal appliquée, puisque en violation, eh bien, la Chine pourra émettre une injonction visant les dites normes étrangères. Alors là, il y a quand même quelque chose qui est un petit peu intéressant, c'est que les entreprises, les entrepreneurs chinois ou les succursales d'entreprises étrangères en Chine, puisqu'elles vont tomber sous le coup, ont quand même différentes obligations et droits dans ce texte. Donc, notamment, l'obligation de signaler rapidement s'ils sont au courant de ce genre d'application étrangère en violation des lois. S'ils ne le font pas, ils peuvent être pénalisés. Il y a une demande de privilège de confidentialité, il y a l'obligation de se conformer à l'ordonnance d'interdiction qui sera faite, s'il y en a une, évidemment. Il y a le droit à des conseils et à des services officiels. Il y a la possibilité de soutien aussi au niveau de différentes structures, j'y reviendrai. Et puis, il y a la possibilité, excusez-moi, de demander une réparation donc, judiciaire en cas de violation des droits, qui peut aller jusqu'à demander une compensation quand il y a eu une vraie perte. Alors, toujours dans le contenu, comment est-ce que cette loi va s'appliquer? Eh bien, vous avez un comité mixte qui est prévu dans ces lois, qui va être compétent pour déjà juger de ce que l'on a expliqué, c'est-à-dire de l'application irrégulière ou illicite de ces mesures. Donc, ces comités mixtes, c'est important de le signaler, sont des organes d'État qui relèvent directement du gouvernement central. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une structuration qui n'est pas décentralisée et un intérêt assez fort. Donc, ce comité est dirigé en parallèle, donc il y a une codirection avec le service du commerce compétent du Conseil d'État et puis avec le service du développement des réformes et puis d'autres services compétents qui vont pouvoir y avoir. Et donc, il va faire une évaluation en fait de l'application de l'extraterritorialité. Et pour ça, il va tenir compte de différents facteurs. Le premier, on l'a dit, c'est est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas violation de la loi internationale et puis des normes fondamentales. Il va juger s'il y a un impact sur la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement de la Chine. Donc là encore, on voit que c'est quand même quelque chose de très, très, très large. Il va juger aussi de l'impact potentiel sur les droits et les intérêts des citoyens ou personnes morales chinoises et des organisations. Donc là aussi, quels sont les impacts sur les droits? On peut avoir une lecture qui va être extrêmement large. Et puis la dernière, ma préférée, c'est-à-dire qu'il va juger de tout autre facteur à prendre en considération. Donc autant vous dire que on est dans une largeur extrême. Et alors, dans le cas où on jugerait effectivement qu'il y a un problème, eh bien que se passe-t-il? Vous avez un département compétent du commerce qui lui va pouvoir mettre une injonction contre cette loi visée. Et donc cette loi va pouvoir décider s'il y a des décisions suite aux lois d'injonction qui ont causé des pertes, et puis si les droits et les intérêts ont été lésés. Et dans ce cas-là, eh bien, vous allez avoir la capacité d'intenter un procès contre la partie qui a été jugée, voire de lui demander des dommages et intérêts.
au final, le gouvernement chinois, donc là on remonte d'une strate encore, hein, peut tout à fait, en tenant compte évidemment des différentes conditions et des différents besoins, prendre des mesures nécessaires contre les applications d'extraterritorialité estimées inappropriées. C'est-à-dire que la Chine peut mettre un système de blocage. Et elle peut mettre un système de blocage très fort. C'est pour ça qu'on parle de loi de blocage, quelque part plus que d'extraterritorialité. Mais dans tout ce que je vous ai dit, et j'ai déjà insisté assez lourdement, il y a un point qui est quand même extrêmement intéressant et qui, à mon avis, n'est pas à prendre comme étant un manque de finesse, bien au contraire, c'est le manque de clarté patent que vous avez sur ces différents ensembles. Alors, effectivement, notamment, le concept de loi ou de mesure étrangère susceptible de faire l'objet d'une injonction est pas vraiment précis. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on parle de politique, de règlement, de directive, de loi ou de quelle source du droit, en fait. Du coup, on ne sait pas trop comment est-ce que ça pourrait être mis en œuvre. De même, on n'a pas de définition claire des activités qui vont rentrer dans le champ d'application des mesures. En fait, il mentionne simplement des activités économiques, commerciales et connexes. Donc, c'est très large. Est-ce que c'est au final, est-ce que ça pourrait les impacter ou pas? Donc là aussi, on a un risque quelque part d'imprévisibilité dans la manière dont la mesure va pouvoir s'appliquer. En ce qui concerne les sanctions également, puisque des sanctions peuvent être mises, là aussi, on est dans un flou des plus artistiques, concernant que ce soit le montant des amendes qui pourraient être demandées dans le cas de violation grave, ni en fait dans quel cas une situation sera jugée comme étant grave et en tout cas suffisamment grave pour être l'objet d'une amende. Donc, on pense qu'il va y avoir probablement de nouvelles réglementations afin de clarifier les mesures et de combler les lacunes telles que mentionnées. Excusez-moi pour cette interruption musicale malvenue. Mais dans l'immédiat, on est encore dans un flou. Et l'avantage de ce flou, c'est que ça permet de faire traîner le doute et d'avoir une certaine crainte. Alors, toujours dans ce texte-là, il y a un dernier point, c'est que est-ce qu'on aurait la possibilité, au final, que des contreparties dans des pays tiers puissent être touchées? Alors, si une entité dans un État tiers suit des lois étrangères, telles que les lois américaines, pour suspendre ou mettre fin à la transaction normale avec des entités chinoises, il est probable que finalement, la règle de blocage ne sera pas appliquée en tant que telle. Mais on va avoir une deuxième option, on va avoir une deuxième possibilité, c'est finalement de faire inscrire une entreprise sur la liste des entités non fiables, ce qui deviendrait un petit peu une mesure alternative, plus appropriée, pour signaler la suspension anormale de transactions avec la contrepartie d'un État tiers. Donc ça pourrait être un biais, un petit biais qui permettrait de s'en sortir. Alors, autre point sur ce travail-là, c'est que il y a dans le texte donc la possibilité de signer des accords, un traité international, là encore on a un petit peu de flou, qui exclurait le signataire de l'application de ces mesures. C'est-à-dire que le message qui est envoyé, c'est voilà, les États-Unis mettent une loi en place. C'est une loi qui est considérée par la Chine, mais comme étant utilisée comme une arme et donc comme étant largement discutable. La Chine répond avec des lois de blocage, mais octroie la possibilité de ne pas, en fin de compte, en faire une loi économique et donc de signer des traités d'accord. Donc, en plus, le message qui est envoyé est une alternative et c'est un point mis dans une politique qui peut être jugée parfois un petit peu offensive et même pas du marteau, mais du marteau-piqueur face aux États-Unis. Donc, en plus, on a une dichotomie qui est assez intéressante. Alors, là-dedans, on a parlé des lois d'extraterritorialité, mais il y avait quelque chose qui contournait un petit peu déjà tout cela, c'était l'usage que la Chine pouvait faire des contrats, notamment à travers l'initiative bien connue, au bord, One Belt, One Road, des nouvelles lois, c'était des nouvelles routes de la soie chinoise, qui parfois pouvaient tout à fait mettre des clauses dans des clauses contractuelles de type common law qui s'affranchissaient finalement de territorialité. Donc on avait déjà quelque part cette capacité à la contourner et notamment à contourner
des lois qui visaient les protections de données, puisque préalablement à cette loi de blocage, il y avait une loi chinoise de protection des données qui était un peu copié-collé sur le RGPD européen, à une différence près, c'est que le texte protégeait beaucoup plus les infrastructures que les données personnelles, qui est d'ailleurs un concept assez mal défini, les données personnelles. Mais le texte avait l'avantage de pouvoir s'insérer dans des schémas un petit peu européens, d'être compréhensible, et puis de montrer un petit peu patte blanche tout en ayant une capacité de sortie, et puis surtout en protégeant principalement des cadres de souveraineté, notamment les infrastructures, et puis tout ce qui était au niveau des données sensibles. Or, les contrats permettaient le contournement notamment de cette loi dans les clauses contractuelles, et permettaient donc de contourner déjà un petit peu ce biais. Et du coup, eh bien, finalement, on va s'apercevoir que là, le droit chinois, de même que la common law, vont utiliser le contrat comme étant une alternative, et que dans ces contrats, vous pouviez avoir des exigences de partage des données, même si le RGPD existe et même si vous étiez avec des États, avec des entreprises d'États correspondant au RGPD. Alors, autre point qui était assez intéressant et qui était dans l'usage des contrats qui permettaient de contourner, c'était la possibilité d'implanter des systèmes de défense ou de sécurité chinois sur d'autres territoires. Donc, ça s'est vu notamment au Kazakhstan. Et puis, ça mettait et le fait notamment d'avoir ces systèmes sécuritaires remettait en cause des concepts comme celui dit de la frontière épaisse, très cher aux grands voisins russes de la Chine, c'est-à-dire avoir une frontière très solide et avoir un glacis tout autour de pays amicaux ou neutralisés qui permettent d'avoir une frontière qui soit très épaisse et donc de se protéger réellement. Or là, vous avez finalement quelque chose qui percute totalement, donc déjà de par le projet au bord, vous avez des voies logistiques qui traversent les différents pays et qui éclatent les frontières. Vous avez une capacité en utilisant donc de contourner des textes de loi et puis d'implanter des systèmes donc, de sécurité, le but étant de sécuriser vos voies logistiques, sauf que vous mettez quand même de la sécurité sur un pays, donc en cassant ces principes. Donc il y avait déjà cette approche-là, beaucoup plus lisse, mais qui n'est pas négligeable, Alors, petit point avant d'arriver ici, eh bien, c'est qu'on risque d'avoir un petit peu une prise en étau. Alors, concernant encore le MOFCOM, un petit point, c'est-à-dire qu'évidemment les entreprises chinoises vont être touchées, bien sûr, mais les succursales des multinationales qui sont situées en Chine vont également être touchées par les textes, par ce texte, et seraient donc dans l'obligation, notamment, de se conformer aux ordonnances et aux interdictions émises suite à la loi donc, du MOFCOM. Et ces règles vont pouvoir constituer un véritable défi, notamment pour les entreprises multinationales qui font des affaires avec la Chine, notamment, ou avec les Chinois. Et dans certains cas, eh ben, elles vont se retrouver à devoir faire un choix entre le respect de la loi américaine ou le respect de la loi chinoise. Donc, ça va commencer à être un casse-tête assez intéressant. À cet égard, notons qu'il y aura une capacité de faire une demande d'exemption dans ces cas où on aurait quelque part ces prises de position, des positions intenables, des choix impossibles, notamment par exemple lorsqu'une succursale et des multinationales seront confrontées à telles ordonnances d'interdiction, elles pourraient soumettre une demande d'exemption donc auprès du MOFCOM en la raison pour laquelle ils le demandent, typiquement d'être complètement coincé entre deux lois. Et là, dans sa grande bonté, eh bien, la Chine répondra sous les 30 jours à partir de la date d'acceptation de la demande en cas d'urgence, afin de prendre la décision opportune conformément à ces textes. Donc, on va y être. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir se retrouver aussi dans un autre cas, c'est que des entreprises, et là encore, principalement des multinationales, qui sont engagées à se conformer du moins à mettre en place des pratiques commerciales, des contractualisations, afin d'échapper aux sanctions américaines, et parfois ça rentre comme étant des conditions standards. Eh bien, les conditions standards de certains contrats peuvent devoir être reconsidérées, notamment lorsqu'ils vont avoir à traiter avec des contreparties chinoises.
Donc, on est sur un texte qui est extrêmement important, qui est un texte miroir, mais qui est avec une puissance très forte. Et le dernier point qui est intéressant, c'est qu'au niveau européen, nous avons extrêmement peu de solidarité. C'est vrai pour les lois d'extraterritorialité américaines, il est fort probable que ça le soit aussi pour les lois d'extraterritorialité chinoises. À titre d'exemple, eh bien, si vous êtes un ressortissant français et que vous avez la chance de savoir, parce que vous n'êtes pas obligé d'être informé dans le DOJ que vous êtes sous enquête pour une affaire de corruption de votre entreprise. Tant que vous êtes en France, ça va très bien. Si vous vous déplacez en Europe, eh bien, vous allez pouvoir être pris dans la nasse. Donc voilà un petit peu l'overview peut-être un petit peu rapide. Vous m'avez dit que j'avais à peu près une cinquantaine de minutes pour vous exposer tout cela de manière la plus concise, j'espère relativement claire. Mais voilà ce qu'il en est. Le dernier point aussi, et ça c'est assez intéressant, notamment en termes de projection de puissance et puis d'approche pour le coup géopolitique, c'est que la Chine se met quasiment dans une position d'éthique en disant voilà, il y a des lois qui sont non éthiques, nous on n'impose pas des lois d'extraterritorialité, simplement nous nous protégeons contre des lois non éthiques et nous proposons quelque part d'avoir une alternative, c'est-à-dire qu'on va pas vous taper dessus avec un gourdin. Donc le message est assez important. On est dans un discours qui permet de proposer une alternative, qui met donc un point dans ce qu'il veut l'être de la puissance américaine. Et puis il y a quand même quelque chose d'autre qui est intéressant à marquer et qui est en lien avec le MiG 2025 dont je vous ai parlé. C'est que les États-Unis, comme d'autres, ont fait l'objet de nombreuses attaques de cyberespionnage et de vol de propriété intellectuelle de la part de la Chine, pas parce que la Chine avait besoin de rattraper un retard technologique. Pardon ? Donc, elle était passée d'usine au monde à être une puissance en capacité de faire de la haute technologie, de la technologie très fine. Sauf que maintenant, elle est en capacité de développer ses propres produits. Et finalement, le vol de propriété intellectuelle, eh bien, il y a 15 ans, elle avait finalement peu de choses à se faire voler. Maintenant, elle commence à avoir beaucoup de choses à se faire voler. Donc, on a aussi un petit peu ce glissement et ce changement de paradigme qui s'amorce et qui est notable dans ce texte-là. Donc, au final, dans ce texte-là, eh bien, vous avez différentes choses. C'est que le risque, ça va être une perte de compétitivité, le déplacement des enjeux éthiques, ce que je vous ai dit, donc le message qui est envoyé, et puis un risque de division accru au niveau de l'Union européenne notamment, à savoir qui va prendre quelles décisions, comment est-ce que les droits nationaux ou les entreprises vont être soutenues ou pas soutenues, quelles seront les applications d'extraterritorialité. Donc, vous allez pouvoir avoir énormément de divisions. Et un point qui était assez intéressant, si on veut faire un petit parallèle, c'était de voir la diversité de points de vue et de décisions qui ont été prises concernant l'implantation de la 5G portée par Huawei au simple niveau européen. On avait eu beaucoup de positions fort différentes qui avaient été prises par les différents États membres. Et écoute, Georges, tu m'avais dit à peu près 50 minutes. Je crois que je suis normalement dans les temps. Et voilà. Merci beaucoup, Christine, pour cette mise en perspective, finalement, de ces différents enjeux. On a fait un peu le tour du monde, mais bon, on était un peu dans un ping-pong américano-chinois. Alors, on va peut-être laisser la parole. Peut-être certains d'entre vous ont des questions. N'hésitez surtout pas, alors, 1, à allumer votre micro, 2, à poser votre question si vous en avez. Lancez-vous. David Bess, chez Atradius. On émet des garanties à l'international. Et la question est la suivante. Est-ce que des institutions internationales telles que l'OMC ou les Nations Unies s'intéressent à ces lois de blocage et à ce sujet de façon générale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est
en négociation d'un point de vue multinational, puisque si chaque organisme fait chaque grand espace économique fait ses lois de blocage, donc l'Union européenne la sienne, la Chine la sienne, ça devient extrêmement complexe pour nous quand on est face à des grands groupes qui sont implantés dans toutes ces zones d'un point de vue compliance, de pouvoir faire du business à la fin, puisque tout le monde est sanctionné partout. La Russie même fait sa liste de sanctions. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui se négocierait au niveau multinational? Est-ce qu'il y a... C'est ça la question. Quand même que je pense à rallumer mon micro, ça peut aider. Alors, ça fait partie des gros sujets et des gros non-sujets. Pourquoi des gros sujets? Parce que ce que vous dites est très vrai. C'est-à-dire que finalement, les frontières des États pour les multinationales ne sont plus, je veux dire, le terrain de jeu n'est plus un seul pays. Vous le disiez très justement. Vous travaillez avec la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Inde. Et puis l'Afrique du Sud, si chacun met différentes lois de blocage et sur les différentes devises, ça va commencer à être intéressant s'il faut que vous remorceliez tout, que vous ayez des serveurs spécifiques pour chacun, que vous travaillez en différentes monnaies. Là, on va commencer à aller à la monnaie dématérialisée pour de vrai. Donc oui, on a un vrai problème. Donc on se rend bien compte que c'est un sujet. Là, pour vous donner un exemple quand même, sur les lois chinoises, jusqu'à il y a encore peu, il n'y avait pas de traduction française. Voilà, ça pose un petit peu le débat et l'intérêt. On en avait parlé avec une de nos collègues et voilà, il y en avait pas. Et le problème d'avoir des structures supranationales, c'est que vous touchez à des lois qui sont émises par les États, donc vous faites de l'ingérence, mais qui les projettent à l'extérieur. Donc vous êtes entre les deux. Mais c'est une question qui va se poser et sur laquelle il va falloir qu'il se pose. Cela dit, je pense que ça va être un beau challenge et que ça va être assez intéressant puisqu'on parlait de guerre commerciale. On y est, avec des intérêts en plus de souveraineté. Ça va être un problème extrêmement épineux. Pour l'instant, tout le monde le regarde en essayant de trouver des solutions, de voir comment ça va faire. Et puis jusque-là, il y avait peu de lois extraterritoriales qui étaient appliquées et qui étaient gênantes. Les États-Unis, oui. Là que la Chine se pose, ça va vraiment poser la question, puisque c'est ce que vous relevez était ce qui était sur le dernier slide, hein, c'est-à-dire une prise en étau. Ouais. Et à la fin, une neutralisation et une incapacité, sauf à avoir 50 cabinets de compliance différentes et des succursales à chaque fois. Donc au final, de remorceler des empires commerciaux. D'accord. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc pour le moment, au niveau supranational, peu de réactions. Beaucoup de questionnements pour des prises de texte ou des prises de loi ou des réactions. Pour l'instant, je n'en ai pas vu. Alors encore une fois, le texte est sorti récemment. Hein, on n'a que 3 mois derrière nous. On va voir ce qu'il en sort et on verra aussi l'application qu'ils en font, puisque comme je le disais, pour l'instant, ils ont lancé les choses, mais ils sont dans un gros flou. Donc, je crois que tout le monde attend aussi d'avoir des clarifications quant à la capacité. Ce que je disais, hein, qu'est-ce que cette mesure, qu'est-ce qu'une sanction grave, quel type d'amende, comment. Donc, on est un petit peu dans ce point-là. Mais le simple fait que d'autres le posent, ce que d'autres États n'avaient pas vraiment osé faire. Et encore une fois, on est dans le blocage. S'ils font la même application des lois de blocage qu'a fait la France, quelque part, ça va bien. Oui. D'autres questions peut-être? N'hésitez pas. Alors, je vais en poser une pour peut-être en susciter d'autres. Une PME moyenne, voire un peu grosse, mais qui aujourd'hui travaille avec la Chine. On constate aujourd'hui que, enfin, on sent les choses venir, enfin, on les voit clairement venir. On voit que c'est difficile, enfin, qu'en tout cas, il n'y a pas de réaction au niveau international parce que c'est un peu, peut-être encore une période d'observation. Comment une PME aujourd'hui pourrait anticiper
dans ces dispositifs, soit de compliance, comme le disait David, soit autrement, ce qui va se profiler à l'horizon? Enfin, est-ce qu'il y a une manière un peu concrète de se dire, bon là, par rapport à ça, est-ce que ça veut dire que c'est un changement de stratégie? Est-ce que ça ouvre un nouveau schéma d'échanges internationaux? Qu'est-ce que tu en penses? Le micro. Pardon, c'est pour éviter de faire de l'écho, donc je me coupe le sifflet. Oui, non, mais bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ceux qui auront mis comme procédure standard de correspondre à des règles qui vont être considérées par la Chine comme étant des violations, donc là il faudra vraiment regarder quelles vont être les premières injonctions qu'ils vont mettre, vont devoir changer ces clauses. Donc on sera obligé d'avoir un changement de paradigme à ce niveau-là. Cela dit, pour l'instant, on est sur de la loi de blocage. On n'est pas encore sur quelque chose de totalement offensif. Et c'est qu'à partir du moment où finalement il y aurait des applications donc de ces lois d'extraterritorialité impactant la Chine qu'il pourrait y avoir donc, ce qui serait le plus gênant, hein, c'est-à-dire des sanctions et notamment pécuniaires, des interdictions. Donc pour l'instant, c'est vraiment regarder ce qui va se passer, comment ça va se passer, mais ça risque de poser un problème de positionnement. Oui, ça c'est à peu près sûr, et je pense que là, notamment les sociétés de compliance et de due diligence vont avoir quelques intérêts encore un petit peu plus marqués dans ce qu'ils vont avoir à faire. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment la Chine va vouloir jouer. Une des possibilités, c'est de vouloir continuer à faire endosser le mauvais, voire le très très mauvais rôle aux États-Unis en leur disant, regardez, ils passent leur temps à vous attaquer de manière systémique. Vous êtes une PME, par exemple, et écoutez, vous venez de faire une joint venture avec une autre PME pour vous ouvrir sur tel marché, sauf que vous ne saviez pas, et vous ne pouviez pas savoir, que 5 ans après, cette entreprise avait pratiqué. Et du coup, votre numéro 2 est parti avec sa petite famille en vacances à Las Vegas. Et dites donc, il s'est retrouvé avec les menottes au point. Et puis depuis, il est en prison. C'est compliqué. Nous, on ne ferait pas ça. Nous, on fait juste du blocage. Donc, vous avez aussi, c'est là où je disais qu'il y a un déplacement un petit peu des enjeux, qui est quand même de montrer du doigt ce que déjà beaucoup d'entreprises, et notamment de multinationales, savent quand elles ont été échaudées. Donc, il y en a eu certaines au niveau du système bancaire, on ne les rappellera pas. Airbus a pris une amende record. Alstom est une affaire maintenant légendaire. Mais voilà, qui ont découvert les choses comme ça. Donc ça, on en a pris conscience quelque part au niveau européen, du côté américain, mais avec une vision de se dire que finalement les États-Unis étaient nos alliés naturels, même si d'un point de vue économique et commercial, business is business, et voilà, business first. Et ça, c'est quelque chose que l'on a quelque part tendance à oublier en étant un petit peu, peut-être, je ne sais pas, alors collectif ou candide, vous choisissez le qualificatif. Voilà. Mais là que la Chine le pose, comme on les voit comme étant des opposants, on voit ça comme étant beaucoup plus dangereux. Mais quelque part, on va voir comment ils le font. Et ils peuvent jouer là-dessus. Il faut déjà voir comment ils vont éclaircir leur loi. Alors cela dit, c'est assez amusant, parce qu'on parlait notamment des amendes. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une capacité de négocier des amendes, mais qui vont être de 60 à 70%, qui sont colossales. Dans la mesure où vous avez chaque année un joli pavé qui sort et qui donne, en fin de compte, la marge, du moins ce qui peut être fait en termes de sanctions. Et on voit que dans les mains des juges, la latitude est énorme et qu'on vous pouvez la négocier de façon très forte. Donc là, on est dans un flou complet au niveau de la Chine, puisqu'ils ne l'ont pas précisé. Au niveau des États-Unis, bon, c'est précisé, mais c'est un flou qui est précisé. Mais ça pose en tout cas un débat et un cadre, et il se pose comme étant très clairement une superpuissance en opposition, y compris et une alternative. Puisqu'il y a ça aussi, il y a le jeu de l'alternative derrière potentiellement. Quel marché voulez-vous choisir ? D'accord. Bon, donc il y a quand même encore beaucoup de choses à découvrir et à notamment éclaircir. Tout ce qui va être les clarifications de ce qu'ils vont estimer déjà
Est-ce que les décrets, est-ce que ce qui rentre dedans, ce qui est une faute grave et la nature de l'application des sanctions. Ça va être extrêmement important de les avoir. Mais ils vont le faire, logiquement. Ils ont une capacité à produire les choses très vite, y compris les textes de loi. Et ça, c'est un souci je rebondis sur la question de M. Bess, c'est ça. Au niveau international et supranational, ça veut dire arriver à trouver un consensus de toutes les parties prenantes pour sortir un texte supraétatique qui sera appliqué par tout le monde. Si on fait un petit parallèle avec notamment les lois dans le cyberespace, le manuel de Tallinn, on n'arrive déjà pas à se mettre d'accord sur ce qui va être une cyberattaque, une cyberguerre à 28. Ça peut prendre du temps. Et le problème, c'est que les entreprises, elles, n'auront pas le temps d'attendre et vont devoir s'adapter, naviguer et faire des choix. D'autres questions, réactions? La parole est ouverte et libre. J'ai tué tout le monde. Trop de diapositives. Non, mais ça laisse un peu pantois sur ce qui nous attend, encore une fois. Avec une dimension que je trouve personnellement, on voit bien les enjeux au niveau macroéconomique, géopolitique, les grands blocs Chine, États-Unis des deux côtés. Après, c'est vrai qu'au niveau de nos entreprises qu'on accompagne, les multinationales dans lesquelles on travaille, etc., on y est confronté, mais en même temps, j'imagine qu'on se sent un peu démuni pour le moment pour savoir sur quel pied danser. Pour l'instant, oui, on est vraiment sur cette grande phase d'observation avec déjà, ça a quand même été un premier petit choc de se dire « Ah oui ». Et c'est vraiment ça, là, il va vraiment falloir regarder quels vont être les textes, quels vont être vraiment l'encadrement, j'allais dire, mais vraiment écrit de ces textes, et quelle va en être l'application. Parce qu'encore une fois, nous, on a des lois de blocage en France, on les utilise très peu. Donc, tout dépend de ce qu'ils vont vouloir en faire, jusqu'où ils vont vouloir la poser, mais ça va poser des vraies questions, ça va demander une vraie capacité d'adaptation et probablement de choix. Et notamment de choix stratégiques, de choix dans les partenariats qui ne vont pas être négligeables. Christine, moi j'ai une question. Quel va être le rôle des banques dans tout ça? Est-ce qu'elles vont avoir un rôle de blocage au niveau, par exemple, si vous allez payer des fournisseurs chinois, parce qu'on nous demande déjà pas mal de choses, donc est-ce qu'elles vont jouer un rôle ou pas? Les banques vont être, en fait, elles vont, oui, parce qu'elles vont rentrer sous le couvert de ces bas de blocage-là. C'est-à-dire que si, par exemple, elle applique une loi d'extraterritorialité américaine pour éviter d'avoir quelques soucis, mais que cette loi est tombée sous le cadre d'une injonction chinoise, notamment du gouvernement, comme je disais, le gouvernement peut derrière, après, poser une injonction. Et elle peut être sous couvert. Et pour peu que vous ayez une personne physique ou morale qui dise voilà, moi, cette structure bancaire, alors là, je n'ai pas d'exemple précis en tête, et vous qui êtes dedans, à mon avis, vous aurez une architecture plus claire, a appliqué cette loi et a donc lésé, et là encore, c'est extrêmement large, parce qu'ils disent freiner dans les activités commerciales, économiques ou autres. Et il va falloir le définir, ça. M'a lésé, donc je déclare dans 30 jours. Vous pouvez être mis sur une liste noire et vous pouvez être condamné à des sanctions et à des paiements parce que cette personne physique ou morale aura été lésée. Là encore, c'est pour ça que ça va commencer à être très compliqué. À la limite, une PME qui intervient sur moins de champs différents aura une capacité de choix presque pas plus simple, mais ça sera un peu moins un casse-tête. Sauf que une PME n'a pas forcément la ressource ou la structure d'avoir des conseils, que ce soit compliance ou due deal, qu'aurait une multinationale. Ça va reposer beaucoup de choses. Encore une fois, il va falloir voir vraiment les textes d'application et la façon d'appliquer les textes. Mais oui, ça risque de rentrer dans le cadre, bien sûr. Merci. Je suis désolée. Non, non.
Oui, moi, je voulais juste dire un truc, c'est que si aujourd'hui, bon, on a vu comment ça a évolué, la Chine qui était en retard, et si dans 10 ans, la Chine devient complètement au top du monde, qu'il y a un Chinese Act et que c'est eux qui vont finir peut-être par se protéger, toutes ces lois qu'on fait maintenant, peut-être qu'elles vont pas avoir une durée de vie trop grande, non? C'est possible, on verra. C'est un des points que je voulais un petit peu souligner sur leur changement de paradigme. C'est-à-dire que finalement, avant, protéger eux-mêmes des données ou protéger des secrets, quand technologiquement, vous n'en avez pas vraiment à voler et que vous allez piquer ceux des autres, c'est pas vraiment un souci quelque part. Là, ils rentrent dans un schéma où c'est différent, où ils ont eux-mêmes, et ils le savent pertinemment, la capacité de souffrir de ce genre d'atteinte. Donc, il y a un besoin de protéger. Donc déjà, on a eu ce pivot, en fait, de protection. Maintenant, le droit se fait et se défait et se modifie, et son application également. Mm. Et c'est sûr qu'en même temps, quand vous êtes en haut de la chaîne alimentaire, c'est quand même plus simple de faire appliquer que quand vous êtes en bas, c'est sûr. Oui, clairement. Mm. Et si on reprend un peu de vision géopolitique, dans ce jeu, entre guillemets, qui s'est mis en place essentiellement entre les États-Unis et la Chine, bon, on voit bien qu'effectivement l'Europe a un handicap par rapport à ses divisions internes. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres chevals de Troie, un autre cheval de Troie? Est-ce que la Russie pourrait intervenir dans le jeu? Est-ce qu'il y a d'autres acteurs que l'on pourrait voir émerger? La Russie, elle agit différemment. La Russie, elle joue des divisions, notamment européennes, à plus d'un titre. Elle joue avec les superpuissances de marcher sur la ligne rouge avec régularité et d'user du déni plausible autant qu'il est possible de le faire, tout en essayant de ne jamais pousser trop loin le bouchon. Là, on va vraiment sortir du cadre, mais déjà que j'ai tendance, mais si en plus on m'y pousse, si on prend là, ça a fait couler beaucoup d'encre, mais les derniers déplacements militaires aux frontières de l'Ukraine, ça a été une vraie manœuvre d'influence coercitive, sans jamais complètement dépasser la ligne, c'est-à-dire, voilà, ok, on fait un mouvement de troupes, mais c'est sur notre territoire. So what? Vous allez me dire que j'ai pas droit, je suis chez moi. Bon. Ah oui, mais il y a de la pression, d'accord, mais on va le faire et on va voir. Et au final, ils ont réussi une partie de l'atteinte, c'est-à-dire rester au premier rang des superpuissances, c'est-à-dire ne pas être traité comme le junior, ce qui est quand même un de leurs gros points, pouvoir négocier directement avec les headquarters américains et puis quelques Français, et envoyer des signaux très forts et aux États-Unis, donc à l'administration Biden, en disant attention, vous jouez, nous aussi, aux Européens, en disant peut-être pas être d'accord tout le temps avec quelque part l'Ukraine parce que vous êtes le voisin direct et nous, on est capable de faire de la projection de force très rapide. Et puis, ça jouait aussi sur un autre point qui était, on en a très peu parlé, mais Nord Stream 2, qui a un point de vue économique qui est très important pour les Russes, très important pour l'Ukraine aussi, puisque ce gazoduc bypasserait une partie de l'Ukraine, lui ferait perdre énormément de fonds et qu'un certain nombre d'États s'y opposent. Donc tout cela rentre dans des négociations. Jusqu'où est-ce que l'on va, jusqu'où est-ce que l'on ne va pas. Mais ils sont beaucoup plus cavaliers solitaires. Ils ont été alliés de la Chine, mais alliés circonstanciels, dirons-nous. Là, ils en jouent encore. Peut-être avez-vous vu, mais il y a de très gros exercices militaires qui se jouent régulièrement, donc notamment Zapad. Zapad en russe, ça veut dire l'Ouest. Donc le premier Zapad avait été un véritable émoi en 2017, parce que pour la première fois, c'était un exercice militaire conjoint avec la Chine. Et cette année, Zapad, donc, qui doit se dérouler by chance dans la région de la Biélorussie, complètement au hasard, sera conjoint également avec la Chine. Et leur programme est de dire on va faire de la guerre hybride et on va simuler de la guerre hybride puisque tous les moyens sont bons. Donc là encore, on est sur beaucoup de la dissuasion. On est sur de l'attaque moins fine quelque part. Et ils ont gagné haut la main le statut de rogue state.
d'États voyous, alors que la Chine joue encore là-dedans. Elle dit voilà, on a pris un copier-coller du RGPD, on est donc compatible. Là, non, on n'est pas offensif, on est sur de l'ingérence, on est juste sur une loi de blocage. D'ailleurs, on peut faire des traités, on peut accepter des exemptions, parce que oui, on peut comprendre qu'effectivement, ça soit complètement, quasiment schizophrénique pour une entreprise qui est à la fois sous le coup américain, mais qui voudrait travailler avec nous. Donc ça, on peut le comprendre. Venez nous voir, on va trouver une solution. Donc ils amènent une position qui est beaucoup plus souple, quelque part, qui est beaucoup plus à la chinoise, là où les Russes vont être beaucoup plus cash et beaucoup plus directs, en faisant tout de suite une poussée de force avant d'avoir cette négociation. Et en utilisant beaucoup des moyens divers, donc notamment tout ce qui est les attaques cyber et de hack violentes russes qui sont faites et qui sont faites aussi comme étant un moyen de dissuasion, quelque part. Hein. Un petit peu, la dissuasion nucléaire marche, la dissuasion cyber marche aussi et coûte beaucoup moins cher. Et bon, si vous demandez à peu près à quelqu'un s'ils ont plus peur de se faire pirater leurs données par un hacker russe ou prendre une bombe atomique sur le coin de la figure, en règle générale, c'est quand même la première réponse qui arrive. Donc voilà, on n'est pas dans la même approche. Ils ne sont pas non plus complètement sur les mêmes champs. Et de toute façon, eux ont déjà un positionnement où ils sont déjà sous couvert de sanctions sur sanctions et encore d'une nouvelle vague de sanctions du côté américain. La fin de l'administration Trump change quelque chose ou pas? Par rapport à la Chine ou aux lois d'extraterritorialité? Oui, par rapport à la Chine. Oui, pardon. Le président Biden a été vice-président de Barack Obama et a été architecte de certaines lois d'extraterritorialité. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui, sur le principe, en tout cas dans le profil, donnerait l'impression qu'il va abandonner les lois d'extraterritorialité. Il a une approche à l'international qui est assez forte, hein, notamment avec la Russie. Bon, là, ça a défrayé la chronique. Il y a eu des mots qui étaient très, très forts. Oui. Très sur la table. Donc, Poutine étant un assassin. Bon, après, on est dans de la gesticulation diplomatique classique en RI. La Chine est quand même dans le viseur des adversaires naturels et systémiques des États-Unis. Voilà, il y a, comme je le disais, hein, en janvier, il y a encore 2 entreprises qui ont été mises sur liste noire. Il y avait eu l'affaire avec la fille du président de Huawei emprisonnée. Donc, il y a assez peu de chances qu'il y ait une inflexion complète. On verra ce que l'avenir nous dira, mais à première vue, il n'en donne pas les signes. D'accord. Bonsoir. J'ai une petite question par rapport aux tribunaux d'arbitrage d'investissement. Est-ce qu'on peut les considérer comme étant un amortisseur contre ces lois extraterritoriales, pardon, contre ces lois, ou plutôt c'est un amplificateur en fait de ce problème? Sur les lois qui viennent d'être promulguées, là? Exactement. Enfin, les lois d'extraterritorialité, pardon, je vais y arriver. Non, mais c'est un enfer, ce mot-là. Je pense que déjà, la première punition est la prononciation. Effectivement, oui. Donc voilà, je voulais savoir si les tribunaux d'investissement peuvent être un amplificateur du rôle de ces lois, ou à l'inverse, ce sera peut-être une petite solution ou un petit amortisseur qui va un petit peu contrer leur effet un peu néfaste. Bonne question. Là encore, je vais vous faire une réponse qui est malheureusement pas satisfaisante. C'est qu'il va vraiment falloir attendre de voir comment c'est positionné, comment c'est amené, comment c'est appliqué et comment c'est compris. Ça va vraiment être le gros du truc. Pour l'instant, je pourrais pas vous donner une réponse plus satisfaisante que celle-là, puisqu'il va vraiment falloir voir ce qu'ils en font. Parce que pour l'instant, on a un petit peu le cadre général avec pourquoi, comment, quand. Voilà. Attention, on est capable d'eux. On est en capacité de sortir une artillerie très lourde. Un positionnement au niveau chinois, comme je le disais, hein, les comités sont rattachés directement au gouvernement central. C'est pas anodin. Le gouvernement peut poser les choses, voir comment ils vont l'appliquer. Pour l'instant, je serais vraiment
Je ne peux pas vous faire de réponse malheureusement plus satisfaisante que celle-là. Je suis désolée. Je répéterai 15 fois extraterritorialité pour me punir ce soir. Je relais une question que nous a écrit Régis sur la conversation. Quid de l'accord d'investissement UE-Chine actuellement en discussion? Est-ce que ça interfère? Ça n'interfère pas, puisque eux, dans ce qu'ils disent, ça n'interfère pas dans la mesure où ils ne sont pas sur quelque chose de violent. C'est juste, ils sont de dire, nous, on va faire des lois de blocage. Donc, il ne faut juste pas que ça rentre en ligne de compte. Donc, à mon avis, dans les accords qui vont être mis dans les investissements, ils laissent toujours une porte de sortie. Là, ils le disent d'ailleurs. Hein, on peut signer des traités. Alors là encore, ce n'est pas clairement défini, mais on peut signer des traités. Alors, est-ce que ça sera… le terme même de traité a besoin d'être éclairci, qui permettront finalement d'être exemptés de ces lois de blocage. Donc, est-ce que dans les accords d'investissement, on arriverait à négocier par… Il faut voir comment on va le faire. Il laisse cette porte ouverte, ce qui permet, ce que je disais aussi, de laisser quelque part un espoir, et puis de se positionner. Mais il serait intéressant de voir si… ça sera un autre point, et pour l'instant, quelque part, donnons-nous rendez-vous dans 1 an ou quelque chose comme ça, mais c'est de voir si, par exemple, allez, rêvons un peu, accord d'investissement UE-Chine. Bon, on met dans l'accord par principe qu'on est exempt des lois de blocage. Bon, je doute fort que les entreprises américaines que les États-Unis puissent aller signer ce genre de traité avec la Chine, quand on voit ne serait-ce que la petite guerre que vous avez sur les applications entre Google et Huawei. Est-ce que vous n'aurez pas des répressions, puisque les lois, notamment le FCPA, peut être ciblé, peut être axé? Est-ce que vous n'aurez pas un axe ou un ciblage sur soit des pans d'entreprise, soit des ciblages nationaux? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas inintéressant aussi à regarder, c'est que quand vous regardez le FCPA, souvent, si vous avez eu le vice ou le passe-temps horrible de regarder un petit peu les entreprises qui tombaient, et bien souvent, ce sont par des secteurs d'activité. Et bien pourquoi? Parce que souvent, quand vous allez, ils remontent, et puis ils vont avoir finalement quelqu'un qui est multicarte. Et comme, en gros, pour sauver sa peau, il faut donner, dire, oui, j'ai travaillé pour telle société, telle société, telle société. Donc, en gros, il donne tout un secteur. Et on peut exactement faire la même chose si on veut viser alors, un secteur ou une zone géographique. Donc, il pourrait y avoir un effet rebond à ce niveau-là. Ça serait intéressant de voir si c'est appliqué ou pas, mais on peut être rêveur. Hein. Si je peux poser une question, est-ce que ces nouvelles dispositions de la Chine, et donc qui amplifient le conflit, on va dire, entre les États-Unis et la Chine, fragilisent un peu plus l'OMC, finalement? Parce que l'OMC, qui est censé être l'organe suprême, on va dire, international pour arbitrer les relations entre les différents pays. Ça va en tout cas à tout le moins les mettre dans une situation qui se rapproche de l'inconfort, oui. Parce que, ça fait quelque part un petit peu écho à la première question qui était que vont faire les organismes supranationaux. C'est qu'à un moment, dans quelle mesure est-ce qu'ils vont pouvoir se positionner ou pas, prendre parti ou pas? Et c'est tout le problème des lois d'extraterritorialité, au final, où vous bypassez quelque part des souverainetés étatiques. En tout cas, ils vont être dans une situation qui va être très inconfortable. Ça, c'est du langage diplomatique. Oui, ça m'arrive parfois. Non, mais c'est pour ceux qui douteraient. Il m'arrive. Un gros effort. D'autres questions, remarques, sachant que alors Christine a respecté un timing parfait et je lui avais dit environ une demi-heure de questions. On arrive au terme, mais bon, s'il y a encore… Juste un tout petit truc là, par rapport aux États-Unis et l'Angleterre avec le Brexit, c'est plus l'Angleterre le Royaume-Uni, c'est plus les États-Unis ou quel rôle ils jouent eux? Le Royaume-Uni, ça a été le premier à signer le traité avec le Cloud Act il n'y a pas tellement longtemps. Donc, c'est comme les États-Unis, quoi. Okay.
Ils entretiennent une amitié certaine. Tant mieux qu'ils soient Ouais, plus là. Pardon? ils ont choisi leur camp. Bah, en même temps, ils essayent toujours d'aller. Alors après, il y a les Britanniques sont toujours assez amusants, hein. Ça a été les premiers à signer un. Alors ça, c'est assez rigolo, hein. On parlait de l'Ukraine tout à l'heure. Donc l'Ukraine est toujours en phase de négociation avec l'Union européenne, hein. Donc son entrée, des accords commerciaux, différentes phases, etc. Bon, bah, les Britanniques, à peine le Brexit signé, ont fait à grand bruit, ont signé des accords avec l'Ukraine et l'ont fait savoir dans toute l'Union européenne. Bon. Après, C'est plus facile d'y aller tout seul qu'à 28. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est QFD. Exactement. Non, mais voilà, ils sont dans une position de proximité assez forte. Après, voilà, la Chine, les affaires Huawei, les affaires de cyberespionnage, leur traitement des droits de l'homme avec les Ouïghours, tout ça fait qu'on n'a quand même pas un penchant naturel, dirons-nous, à faire de l'association les yeux fermés. Pour des questions de valeur, l'application, le droit, enfin, quand on regarde le cas des Ouïghours, bon, c'est un cas assez intéressant, hein. Alors en plus, là, ils ont pris une posture diplomatique qui a été particulièrement violente avec celle des loups guerriers, qui a défrayé la chronique, hein, qui a quand même amené le ministre Le Drian à convoquer l'ambassadeur, quand même quelque chose qui se fait de manière assez rare, suite aux différents tweets, notamment positions et tweets qui avaient été prises. Et bon, c'est de passer d'une diplomatie qui était une diplomatie très douce, très discrète, à une affirmation forte, voire une affirmation violente sur la scène internationale, ce qui n'était pas dans les usages préalables. Donc il y a un éveil de la Chine très fort et quelque part un éveil qui s'appuie sur la puissance qu'elle a acquise, économique, industrielle, de déploiement et une percée géographique forte. Ils ont effectivement changé de positionnement. Enfin, le positionnement a largement évolué, comme tu le montrais tout à l'heure, à la fois dans la part des échanges internationaux, mais aussi ils sont en position de force maintenant. Oui, ils sont plus du tout, quelque part, la Chine usine du monde, avec beaucoup qui inondait avec des produits de qualité moyenne ou médiocre. Bon, bah, on est certes inondé, ça reste une usine, mais ils sont capables de faire des produits de première qualité, des produits qui sont individualisés, avec une capacité technologique forte, avec des pushs en R&D, et ils ont pour ça la capacité d'avoir un État qui a un État fort, qui, s'il décide de pousser sur tel point, eh bien, tout le pays va suivre. Oui. Là, c'est effectivement, ils sont tous derrière un seul homme. Et ils ont cette capacité de projection dans le temps aussi, qui est très importante. Là, on parle de la 5G, mais il y a plusieurs années, ils étaient déjà sur ces travaux-là, ils vous disaient déjà où ils voulaient aller. Et puis, ils bénéficient aussi d'une aire géographique énorme qui leur permet de tester rapidement et à grande échelle leurs propres produits sur leur propre marché. Très bien. Bah, écoute, Christine, encore merci, un grand merci pour cette présentation. Très claire et qui nous a permis effectivement d'avoir des sujets de réflexion un peu dans l'anticipation, mais je pense qu'en matière de gestion des risques, c'est le positionnement qu'il faut avoir. Donc, merci. Le prochain rendez-vous, alors c'est peut-être Stéphanie qui va pouvoir nous le dire au niveau du club. C'est le 1er juin. D'accord. Mardi 1er juin, j'imagine? Oui, exact. D'accord. Ok. Et le thème, tu peux l'annoncer ou... Pour l'instant, je ne l'ai pas, mais je vais le mettre sur le site dès que je l'ai. Parfait. Donc, merci à tous. Christine, merci encore de cette présentation.